Bonjour à tous. Nous avons effectivement un sujet qui cadre bien avec la fin de l'intervention précédente, puisqu'on va s'occuper de l'IA dans les fintechs. Et donc je vais d'abord demander aux différents panélistes de bien vouloir se présenter en 30 secondes très très vite. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup Isabelle. Donc, je m'appelle Aurélie Jean, je suis scientifique numéricienne et entrepreneur. Et entre autres, je suis ici aujourd'hui dans ce panel pour justement parler des algorithmes. Parce qu'en fait, je développe des algorithmes que j'implémente dans des codes de calcul. Donc, l'algorithme étant la traduction en fait, numérique d'un modèle mathématique. Et donc, j'ai appliqué ça dans plein de domaines depuis plus de 10 ans, dans la médecine, l'économie, l'ingénierie, la finance, l'éducation et même l'art. Voilà. Merci. Olivier ? Bonjour, Olivier Debeny. Donc moi, je suis un ancien de la gestion d'actifs qui était très frustré parce que mes équipes passaient 10 à 15% de leur temps en traduction. Et là, on parle de traduction d'une langue vers l'autre, mais spécifiquement dans le secteur financier. Donc du coup, j'ai monté Lingua Custodia qui développe des moteurs de traduction automatique spécifiquement pour certains types de documents financiers et qui sont personnalisables pour chacun de nos clients. Merci. Aurélia ? Bonjour à tous et à toutes. Aurélia Neck, je suis data scientist pour une société de conseil qui s'appelle Quantmetry, spécialisée en data science, et j'interviens plus particulièrement sur les sujets liés au secteur financier et à la fraude. Et par ailleurs, je co-organise un meet-up qui s'appelle Paris Data Ladies, qui vise à promouvoir les femmes du secteur, qui sont malheureusement, je pense, aussi nombreuses que dans les fintechs. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Merci à tous. Donc, moi, je m'appelle Isabelle Ril. Je ne viens pas du tout du monde de la fintech et encore moins de la finance, mais de l'informatique, des sciences numériques. Et donc, j'ai entendu parler depuis très longtemps de scoring, de statistiques, etc. en finance. Et donc, j'aimerais bien, Aurélia, si c'est possible, savoir aujourd'hui, est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que l'IA a apporté ? Qu'est-ce que l'apprentissage automatique a pu apporter dans les modèles qui sont liés à la fintech ? Alors, depuis très longtemps, le secteur financier est assez appétent aux données, aux modèles, et on utilise assez souvent pour la gestion commerciale, la gestion des risques, etc. Mais depuis 4-5 ans, avec la forte augmentation de la volumétrie des données, la chute des coûts de stockage et la compétition un petit peu accrue justement avec les fintechs, il y a eu une grosse appétence pour les cas d'usage data science. Donc là, je peux partager un petit peu avec vous les sujets sur lesquels nous sommes le plus sollicités en tant que cabinet de conseil spécialisé. Donc déjà, il y a une première partie sur la relation client au sens large. Donc on va avoir par exemple des moteurs de recommandation assez fréquemment développés. Par exemple, je suis conseillé quel est le prochain actif financier que je vais recommander à mon client en se basant sur les autres clients qui seraient similaires à lui et les produits qu'il a achetés par le passé. On va par exemple également avoir de la gestion de réclamations clients avec l'analyse des mails pour voir quelle est la thématique du mail et quel est le degré, on va dire, d'énervement du client pour pouvoir un petit peu mieux gérer justement les réclamations clients. Et il y a évidemment donc des scores un petit peu dans tous les sens, que ce soit score d'appétence pour un produit ou churn. Donc là, c'est pour le premier bloc, vraiment relation client, qui est quand même hyper important pour le secteur financier, pour nos clients à l'heure actuelle. Il y a une deuxième partie sur l'analyse de texte, donc que j'évoquais pour les réclamations clients, et plus largement analyse de documents. Donc on va assez souvent nous demander d'automatiser de l'analyse de documents, que ce soit des justificatifs pour améliorer le processus administratif, ou bien pour la gestion d'actifs. Effectivement, il y a des gros enjeux pour que les gérants puissent plus facilement exploiter les dizaines de documents qu'ils reçoivent tous les jours. Imagerie satellite également, dans certains pays où les informations officielles ne sont pas forcément considérées comme parfaitement fiables, on va être intéressé par les analyses d'images de parking ou le suivi des chantiers de construction pour voir en réalité ce qui se passe. Et pour finir, à titre personnel, j'interviens pas mal sur la fraude, donc qui peut être à différents niveaux, donc soit faire des pré-traitements sur les justificatifs, soit sur l'analyse, par exemple, de fraudeurs potentiels à la souscription. Merci beaucoup. Alors, ce dernier sujet de la fraude, c'est très intéressant. Je pense que ça doit s'appliquer à de nombreuses entreprises. Et donc, qu'est-ce qui vraiment change avec de l'IA ? Est-ce que c'est un traitement complètement automatique ? Est-ce que vous avez beaucoup d'interventions humaines ? Comment vous faites ? Alors déjà, réponse non, c'est pas complètement automatique, parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, on va beaucoup plus pouvoir apporter de la performance et du ROI en aidant les analystes à se focaliser sur les dossiers vraiment les plus importants plutôt qu'en essayant de tout automatiser, ce qui en pratique ne marche pas si bien que ça.
En fait, ce qui est assez important avec la fraude, c'est que c'est un phénomène qui fluctue beaucoup, à savoir qu'on a un type de comportement frauduleux à un moment, ce n'est pas le même comportement frauduleux à un T+1, et sauf qu'en pratique, à l'heure actuelle, dans beaucoup de banques, ce sont encore des règles métiers assez figées dans le temps, et beaucoup d'analyses manuelles de justificatifs. Donc c'est là que la data science peut vraiment aider les banques, et pas que, dans le combat, on va dire, contre la fraude, qui peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être de l'anti-blanchiment, fraude aux moyens de paiement, souscription, type crédit consommation, je veux souscrire, en fait, c'était une fausse identité, c'était des mauvaises informations. Donc il y a vraiment différents niveaux où on peut intervenir pour soit challenger les règles métiers qui sont en production, avec par exemple un modèle machine learning un peu standard, type un gradient boosting avec les bonnes features, on peut avoir assez facilement des gains de performance en général. On peut également améliorer les règles métiers qui sont en production avec de nouvelles règles métiers ou des modèles un petit peu plus fins, avec toutes les thématiques d'adaptation de ces règles ou de ces modèles, à savoir réentraîner ou l'online learning qui va être particulièrement intéressant car au bout d'un moment, un comportement frauduleux va potentiellement disparaître. Et si on garde le modèle en production tel quel, au final, on ne va avoir que des faux positifs. Donc c'est vraiment une problématique qu'on garde toujours en tête lorsqu'on fait de la fraude dans le secteur bancaire. Et à titre personnel, j'ai pas mal travaillé également sur la théorie des graphes, qui est, je trouve, vraiment intéressante pour les types de fraude en bande organisée ou avec des réseaux d'individus. Et ça permet de voir beaucoup mieux comment fonctionne un système par rapport à juste prendre ligne à ligne des transactions bancaires, par exemple. Et pour ceux que ça intéresse, par exemple, sur les Panama Papers et les Paradise Papers, il y avait des analyses qui avaient été publiées par les journalistes. Le consortium de journalistes avait utilisé une base graph et mis toutes les informations sous ce format-là pour y voir un petit peu mieux au niveau du système ce qui se passait. Merci beaucoup. Alors justement, la fiabilité des algorithmes, c'est très important et c'est un sujet en machine learning puisque les gens oublient souvent qu'ils ne sont pas fiables à 100%. Et donc pour des sujets comme ceux d'Olivier, à savoir la traduction de documents qui sont peut-être un petit peu sensibles quand même, comment gérez-vous ça? Comment vous assurez-vous de la qualité de la traduction? Merci, c'est une très bonne question qui rejoint un peu le sujet d'avant parce que tu parlais d'intervention humaine, de modèles pas fiables complètement. Et ça rejoint un peu le sujet un peu plus philosophique sur l'intelligence artificielle. J'aimerais poser une question dans la salle. Qui voit l'intelligence artificielle comme une opportunité? Levez la main. Merci. Qui la voit comme une menace? Voilà, ok, on est à 20-80. Écoutez, moi... Et ça rejoint fondamentalement ça. En gros, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme? C'est ça la question. Et ça revient à la question de la maison d'avant. Donc moi, j'ai beaucoup ce débat avec nos clients sur que peut faire un outil de traduction automatique pour traduire des textes super techniques, super spécialisés. Est-ce que ça va atteindre les 100%? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la langue est quelque chose qui change tous les jours, qui évolue tous les jours. Je peux vous donner des milliers d'exemples. Par exemple, lorsque Theresa May est devenue Première ministre en Grande-Bretagne, on a un de nos clients qui soudainement s'est mis à parler d'elle en disant « PM May ». La machine, la première fois qu'elle voit ça sans avoir eu un nouveau texte d'apprentissage lui parlant de Theresa May, elle voit PM après-midi, mais mois de mai, ça doit être une date, pourtant je ne comprends pas, il n'y a pas de chiffre avant. Donc vous voyez, la langue évolue. Quand on parle aussi de titres, les gens sont très créatifs. On a aussi un client qui, pour nommer des commentaires de gestion, pendant la campagne présidentielle, au moment où Bayrou est sorti de la campagne, vous avez titré ça « Le Bayrou d'honneur ». Pensez-vous qu'une machine, même intelligente, soit capable de traduire ce genre de titre? Bon, il y a encore du boulot. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, on voit et on positionne nos outils comme un vrai outil d'assistance de plus en plus efficace pour notamment des traductions dans l'urgence, pour des traductions de communiqués de crise, pour des réponses à des appels d'offres, pour ce genre de choses, ou pour automatiser un processus et avoir le moins d'intervention humaine possible pour réduire les prix. Quand on parle de traduction de texte, vous avez 3 niveaux. Vous avez la linguistique, il faut juste savoir déjà parler la langue à la base, mais ce n'est pas parce que vous parlez une langue étrangère que vous savez traduire un texte quand il parle d'évolution de la courbe de taux ou ce genre de choses. Donc il faut avoir une connaissance métier, et ensuite il faut avoir une connaissance de ce que veut le client, parce que vous traduisez tous des textes de façon différente. Et d'ailleurs, l'évaluation de la qualité de traduction, c'est un sujet de recherche en lui-même. Comment est-ce que vous allez traduire le Global Head of Fixed Income en français ?
Bonne question. Si vous êtes la filiale d'une boîte américaine, ce sera Global Head of Fixed Income. Si vous êtes une boîte française avec une empreinte internationale, ça va sans doute être responsable mondial Fixed Income. Si vous êtes une boîte bien française, ça sera responsable mondial des taux. Bon, et encore, c'est une règle comme ça. Donc, cet aspect de fiabilité, c'est quelque chose qu'on obtient avec un retour d'expérience, avec ce continuous learning que peuvent faire des moteurs de traduction automatique qui sont personnalisés pour des clients. Voilà, alors je pense que c'est le point important qu'on n'avait peut-être pas évoqué jusque-là, c'est personnaliser. Et donc, si vous pouviez en juste 2 minutes nous expliquer comment se fait le retour vis-à-vis du client et comment se fait l'évolution vis-à-vis du client, parce qu'il peut aussi y avoir des évolutions en interne et des changements de secteur. Oui. Donc le sujet et le secret, quand on parle, alors l'intelligence artificielle c'est le grand mot, etc. En fait, le secret derrière, il faut savoir, tout le monde utilise les mêmes frameworks, hein, il n'y a rien de grandement miraculeux là-dedans. Par contre, ce qui fait toute la différence, c'est la donnée qu'on prend, la donnée qu'on utilise, comment on la nettoie, comment on la prépare à faire du machine learning. Nous, notre donnée d'entraînement, donc nous, ce qu'on fait, c'est en gros, c'est des Google Translate, c'est des DeepL spécialisés, par exemple, pour traduire des prospectus de fonds pour tel client. Notre donnée d'entraînement, ce sont des phrases. Donc vous imaginez une spreadsheet Excel avec 2 colonnes, avec des millions de lignes. Et à l'intérieur, lorsqu'on la nettoie, il faut s'assurer, par exemple, que si on dit d'un côté en français, HSBC a décidé ce mois-ci de faire ceci, et qu'en anglais, c'est The company decided to do this month, parce que c'est comme ça que ça a été écrit par le client, il y a un nettoyage à faire, sinon la machine va apprendre que The company égale HSBC. Hein, dans ce contexte-là, donc il faut faire bien attention à ce genre de choses. Donc tout l'enjeu, c'est de récupérer la donnée de chaque client et de la faire passer par un outil de nettoyage assez poussé, de façon à lui proposer et avoir un vrai moteur personnalisé qui va savoir comment lui veut traduire son Global Head of Fixed Income en anglais. Et je ne parle pas des cas, on a aussi un client dont un des gérants s'appelle Will Jump. Donc là aussi, il faut y intéresser que la machine apprenne bien pour ne pas avoir des surprises en traduction en français. Merci beaucoup. Donc le message, la donnée c'est important et il faut la nettoyer. Donc ça fait une très bonne transition avec ce que va nous dire Aurélie, puisque ce que je voulais lui demander en premier, c'est un sujet qu'elle aime beaucoup, c'est une question sur les biais. Et donc, qu'est-ce que l'IA peut aggraver ou corriger dans les biais qui peuvent arriver dans les prises de décision dans les domaines de la FinTech? Bien sûr, merci. Donc en fait, le biais a toujours existé, existera toujours. La question, c'est essayer de le diminuer le plus possible dans les outils technologiques qu'on utilise au jour le jour pour éviter ce qu'on appelle de la discrimination technologique, qui consiste en fait à écarter une partie de la population de l'utilisation de l'outil. Donc le biais, en fait, dans l'IA, on peut imaginer, donc c'est un biais qui va être qu'à 2 sources. C'est pas forcément l'IA, c'est le numérique en général. C'est le premier qui viennent des critères explicites de l'algorithme, donc du modèle qu'on définit. Deuxièmement, ce sont les critères implicites qui vont être définis lors de la catégorisation dans le cadre de l'apprentissage d'un algorithme sur des données qui sont potentiellement biaisées. Juste pour donner un exemple, parce qu'on est dans le cadre de la FinTech, il y a eu des exemples dans le passé de biais, de discrimination technologique, comme par exemple des cas où des assurés en fait, de couleur noire étaient payés leur assurance voiture 3 fois plus cher qu'un assuré blanc aux États-Unis, parce que les données, en fait, l'estimation en fait, du coût de l'assurance voiture était calculée sur des données des 10 dernières années, par exemple. Donc il y avait des biais passés qui étaient peut-être, il y avait certaines raisons, mais encore une fois, il faut comprendre la relation de cause à effet sans pour autant la justifier et l'utiliser comme un critère explicite. Et donc le biais peut être évité. Et moi, je crois beaucoup en fait que si on utilise correctement ces outils, si on développe correctement ces outils, on va pouvoir utiliser l'IA et de façon plus générale le numérique pour gommer ces biais. Comment le faire? Dans data science, il y a science. Donc en fait, il faut avoir un œil critique scientifique sur la data qu'on utilise, qu'on manipule. Et c'est quelque chose de très important parce que la data, c'est vraiment, on fait de l'IA parce qu'on a de la data. Donc c'est-à-dire réfléchir à la représentativité de votre donnée, réfléchir aux patterns, aux schémas que vous allez trouver dans vos données. Réfléchir aussi, c'est ce que je dis beaucoup, c'est-à-dire que les biais ont bien souvent aussi été détectés par l'humain, celui qui est au bout de la chaîne, l'utilisateur. Et donc c'est important aussi de former tout le monde à comprendre ces mécanismes pour pouvoir détecter un biais possible dans l'outil qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que Aurélia et Olivier l'ont très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a l'humain là-dedans, et c'est pour moi, je discutais hier au lancement de France FinTech, je discutais en fait avec Cécile Coustet, donc, qui est partenaire de l'agence de recrutement donc Lincoln, et qui disait grâce à l'IA, les ressources humaines vont enfin
faire leur métier. Elle dit je vais enfin faire mon métier, qui est d'aller vers l'humain, et que donc elle voit en fait toute la partie analytique et numérique, toute l'IA, comme non pas quelque chose qui va la remplacer, mais quelque chose qui va lui donner une base de décision, mais c'est elle qui prend la décision. Et ça, c'est très important. Donc merci. Donc vous nous avez parlé effectivement du fait que toutes ces données peuvent être biaisées parce qu'elles viennent de l'histoire de la collecte, qu'on espère pouvoir les gommer, mais il y a quand même quelque chose que l'humain ne peut pas traiter, c'est la masse. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de la masse ? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme amélioration de l'effet masse de données sur les fintechs ? L'effet masse de données, c'est-à-dire ? Le fait d'avoir vraiment de grandes quantités de données qui vont pouvoir entraîner des systèmes pour trouver des corrélations qu'un humain ne peut pas trouver. Bien évidemment, c'est une très bonne question. Plus on élargit la quantité de données sur laquelle on va entraîner nos algos, en théorie, plus on va se rapprocher d'un échantillon dit représentatif. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, la manière dont vous allez récolter votre donnée, si vous récoltez votre donnée toujours avec la même source, dans la même catégorie de population, sans vous en rendre compte, mais vous récoltez une donnée énorme sur ces catégories, vous allez encore introduire un biais. Et moi, je crois, en parlant de taille de données, oui, mais je crois beaucoup, par exemple, à ouvrir les plateformes de données. C'est-à-dire qu'un des moyens pour éviter les biais, c'est de ne pas contrôler la source, par exemple. Et un moyen pour ne pas contrôler la source, c'est d'ouvrir une plateforme pour aller récolter de la donnée. Ça se fait, par exemple, pour l'organisation des villes. La ville de New York a fait une plateforme d'open data où les gens peuvent aller donner leurs données sur le fonctionnement de la ville de New York. Et grâce à ça, ils ont pu, en fait, de façon peu biaisée, très peu biaisée, ils ont pu améliorer l'infrastructure de la ville. Donc voilà, il y a des techniques, il y a des choses qui doivent être testées aux échelles étatiques et locales, en fait, et aux échelles des entreprises pour justement minimiser ces biais. Et ce qu'Aurélia disait, et je suis très sensible à ça, comme tu le sais, on en a parlé, minimiser les biais, ça veut aussi dire diversifier le monde, en fait, des concepteurs de ces outils. Et quand je dis concepteur, ce n'est pas le développeur seulement. Ce n'est pas que le développeur, c'est celui qui va réfléchir à l'idée, celui qui va vendre le produit, celui qui va marketer le produit. Tous ces gens doivent être conscients du biais, doivent être conscients de la data sur laquelle l'outil qu'ils vont commercialiser a été entraîné. Merci beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de sujets, beaucoup de choses, mais abordé d'une manière relativement optimiste. Je pense que, j'adhère tout à fait. Je pense qu'on peut espérer. J'étais dans ceux qui ont voté dans les 80% sur l'opportunité de l'IA. Alors, il y a un sujet qui est très largement débattu en lien avec l'IA actuellement, mais pas que dans les fintechs, c'est l'éthique. Donc l'IA, l'éthique, doit-on attendre, espérer des choses ? Et donc, en conclusion, je pose la question aux trois intervenants. Éthique, IA, FinTech. Alors, est-ce qu'on va aller vers le mieux, vers le pire ? Parce qu'en fait, je pense, on en a parlé juste avant, moi j'ai eu mon premier cours d'éthique à 27 ans. C'est tard. Et donc j'étais déjà docteur, c'est très tard. Je pense qu'on a eu cette séparation en fait, entre la philosophie et les sciences au milieu du XXe siècle. Et en fait, ça a été une erreur. Donc c'était complètement inconscient. Les philosophes ont continué dans leur chemin et les scientifiques de l'autre. Et je pense que c'est problématique parce que pendant toute l'histoire de l'humanité, les philosophes étaient les scientifiques étaient des philosophes. Et maintenant, on est en train d'en payer les frais. C'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas forcément de considération éthique, sociétale, économique en fait, de leurs actions et de leurs agissements. Et les philosophes ne comprennent pas forcément le monde dans lequel ils évoluent. L'éthique, ça doit venir partout. Et je pense que ce n'est pas que par des régulations que l'éthique doit intervenir aux échelles étatiques, c'est aussi par la formation des gens. Et encore une fois, j'ai eu mon seul cours d'éthique, je l'ai eu à 27 ans. Et je trouve que c'est tard, en fait. C'est très tard. C'est tard. Moi, je l'ai eu à 30 ans. Voilà, donc voilà, tu vois. Mon premier cours d'éthique. Non, je pense que ça se joue beaucoup au niveau, en effet, des équipes qui constituent les équipes de data scientists au sein des fintechs qui travaillent sur ces sujets-là. Leur profil, en effet, est difficile à trouver déjà aujourd'hui. Et c'est important d'avoir cette notion-là aussi. On en parlait tout à l'heure également, où vous aviez un débat entre est-ce qu'il faut plus de mathématiciens, est-ce qu'il faut plus d'informaticiens. Et puis moi, je suis arrivé en disant, pour nous, il faut des linguistes aussi. Donc, il faut à la fois des gens qui maîtrisent les langues, qui ont un bon sens statistique et qui soient bien de bons geeks informatiques, et en plus qu'ils soient éthiques. C'est l'équipe qui va faire tout ça. Un petit mot là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du rapport Villani. Objectif 40% d'étudiantes dans les filières numériques, je crois, d'ici à 2020, par la mise en place d'une politique incitative encore à déterminer. Donc, à vous de jouer aussi pour la diversité des recrutements et faire ce que vous pouvez pour améliorer la diversité des profils. Parce qu'à titre personnel, je pense qu'on pourrait améliorer un certain nombre de choses par ce biais, déjà. Et ensuite, pour la partie éthique, c'est aussi à soi de se faire la réflexion
Par exemple, pour un scoring d'octroi de crédit, forcément, quand on met la CSP, le revenu, la ville, etc., ça va avoir un impact. Donc, ça peut être vraiment quelque chose d'important d'être conscient, on va dire, de ce type de biais qu'on pourrait mettre en place à tort ou à raison. Merci beaucoup. Donc je pense que vous avez pu le constater, l'IA est arrivée dans les fintechs, peut-être par la petite porte. J'espère qu'elle ne ressortira pas tout de suite et que vous aurez tous une conscience à partager avec nos panélistes aujourd'hui sur l'importance des sujets, des biais, de l'éthique, de la diversité. Merci beaucoup. Merci.